Bien, bonsoir à tout le monde qui a regardé Canal 10. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver comme à chaque fois dans cette émission Culture Business. Nous sommes dans un programme de nuit cette fois-ci, puisque habituellement nous sommes là le samedi à 11h et exceptionnellement, nous allons remplir cette plage qui est normalement dévolue à M. Harold Lusk, à qui on envoie le salut et le respect. Et donc nous allons occuper cette plage horaire pendant les 2 jours, lundi et mardi. Et nous parlons économie, nous parlons business. Et cette émission s'appelle Culture Business. Je suis le présentateur Patrice Jean, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent sur cette plage horaire. Et avec moi, Madame France-Aimée Coquin. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Qui présente la rubrique Le clin d'œil de l'expert. Tout à fait. Et nous avons quelques absentes, puisque nous avons 2 autres chroniques, avec Ludivine qui sera là dans un petit moment en principe, et Brigitte, notre collègue aussi, qui malheureusement ne nous accompagne pas ce mois-ci. On la retrouvera en septembre. Alors ce soir, une émission toute particulière, puisque nous avons décidé dans cette fin de saison de donner plus de temps à l'invité, de faire en sorte qu'on ait un peu moins de monde en plateau pour parler d'une question et aller au bout de cette question. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Gilles Casimir. Bonsoir, bonsoir téléspectateurs. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Très bien. Alors avec toi, aujourd'hui, on va aborder la question que vous avez décidé de soulever et de porter dans l'espace public, qui est la question du projet guadeloupéen. Oui. Et nous allons entrer dans les détails et surtout aussi analyser l'aspect économique, voir dans quelle mesure ce nouveau projet, cette nouvelle dynamique peut faire en sorte d'emmener la Guadeloupe vers un développement qu'on attend depuis 20 ans, 30 ans, je ne sais combien de temps. On va voir aussi les filières qui recrutent avec toi. Oui. On parlera notamment de la filière du bois, puisque c'est un sujet que tu as apporté dans l'actualité ces quelques semaines. On reviendra sur tous ces sujets et j'espère que nous allons pouvoir emmener l'information à nos chers téléspectateurs qui attendent de comprendre un peu mieux tout ce qui se passe dans ce pays. France-Aimée, tu vas bien? Très bien. Voilà, ce soir en forme? Comme d'habitude. C'est la personnalité immuable de cette émission. Je suis la vitrine de mon activité. Donc si j'arrive là et je dis, petit malin, tellement mal, au bas, ça il y a un problème. Le message ne passera pas. Mais comment tu fais pour gérer les vicissitudes de la vie? Comment tu gères ça? Comment tu arrives à... Comment je me gère, moi? Voilà. Parce qu'en fait, on attire à soi ce qu'on est. Donc, je gère d'abord mes émotions, mes pensées. Ça fait 25 ans que je les gère. Je ne vais même pas dire gérer, je les accepte. Et après, je m'adapte à la situation. Parce que ma grand-mère me disait souvent que ce que tu ne peux pas gérer, maîtriser, accepte-le avec joie. Alors, c'est mon principe de vie. Belle parole et tu fais ça bien. Très bien. Et tu accompagnes depuis plusieurs années. 19 ans cette année. Voilà. Février a fait 19 ans que je suis dans le game, dans l'entrepreneuriat. 19 ans de succès, mais aussi de flop. Et c'est ce que je partage avec mes clients, en fait. Cette expérience-là. On apprend beaucoup plus aussi. Absolument. C'est pour ça que j'aime pas trop dire échec, parce que pour moi, je ne perds pas. Soit je gagne, soit j'apprends. N'est-ce pas? Très bien. Très, très bien. Alors, je me retourne auprès de mon invité de ce soir, M. Gilles Casimir. On te connaît d'abord au CIPA. On t'a connu au CIPA au départ. Oui. Je ne me trompe pas? Non, je ne me trompe pas. Voilà, et donc c'est à ce moment-là qu'on a découvert une personnalité, un jeune, qui s'exprimait avec un verbe très clair et aussi pédagogue. Donc c'était à cette époque-là, on avait un nouveau visage qui apportait un certain nombre d'informations, surtout souligner la dynamique pédagogique qui était sur les audios que tu faisais par la suite pour expliquer une problématique, amener en prenant le temps, avec un verbe assez lent et qui permettait à tout le monde de comprendre. Donc je tiens à te féliciter pour ça déjà, cette initiative. Et c'est ce que tu continues encore. Et aujourd'hui, tu es à la tête d'un groupement, un collectif, comment on peut l'appeler ça? C'est ça, c'est un collectif. Alors, juste une petite rectification. Au début, j'ai commencé à prendre la parole tout seul. D'accord, ok. Et en fait, je cherchais un groupe pour pouvoir apprendre parce que je me posais plein de questions. Et ensuite, donc, j'ai été vers plusieurs groupes. J'ai contacté d'abord M. Félix Flémin, qui m'a beaucoup appris. Et après, j'ai contacté M. Plaisir, aussi pas.
où j'ai énormément appris. Et puis après, je continue à voguer jusqu'à maintenant. Très bien. Alors, ce nouveau collectif, présente-le, s'il te plaît. C'est le collectif pour un projet guadeloupéen de société. Donc, c'est parti d'une démarche personnelle où j'ai été sur un média, La Pause Sans Fil, pour ne pas le nommer. Ah oui, il faut. Non, c'était pour la petite blague. Et en fait, j'avais créé un petit contenu pour, toujours dans cette démarche pédagogique, expliquer aux Guadeloupéens comment la Guadeloupe fonctionne. Et j'ai eu énormément de retours, notamment de 2 personnes qui voulaient absolument qu'on aille plus loin. Et sincèrement, à ce moment-là, je n'avais pas trop la tête à ça. Je voulais vraiment développer mon entreprise. J'étais un petit peu déçu de tout ce qui est démarche citoyenne, démarche politique. Et puis, alors elles sont revenues vers moi en août. Et en décembre, avec les événements qu'on connaît, l'actualité qu'on connaît, il a fallu prendre la parole. Donc on s'est réunis et on a décidé de faire des Zooms. Donc on a créé des émissions en ligne pendant la période où on était tous bloqués avec les barrages. Et on a pris le temps. Voilà. Plutôt que d'être dans une posture de sachant, on se disait, mi c'est ça pas bon, ça bon, mi c'est ça, il faut nous faire. On s'est dit non, on va essayer de rester objectif et de projeter les choses clairement, sans parti pris, en disant voilà comment ça fonctionne et regardons dans l'histoire ce qui s'est passé. Et lorsqu'on a regardé dans les 20 dernières années, on a eu beaucoup de surprises. Et c'est ce qu'on partage aujourd'hui avec la population et on invite la population à découvrir ça et ensuite à se faire sa propre opinion. Voilà. Personnellement, j'ai appris énormément de choses en t'écoutant. Ça m'a permis aussi d'ouvrir des fenêtres pour aller un peu plus loin, pour comprendre ce que c'était que le congrès. Et ça, j'aimerais que ce soir aussi on l'explique parce que les gens ne comprennent pas. Les gens voient une assemblée, mais on ne connaît pas la puissance de ce congrès et ce qu'il peut nous permettre de faire et surtout la chance que nous avons d'avoir une telle institution. Oui, tout à fait. L'historique, il est vite fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas n'importe quel jour, puisque ce matin, il y avait le congrès de Martinique. J'ai pas eu le temps de le regarder en détail, mais c'est sur YouTube. J'invite tous les Guadeloupéens à regarder ce congrès parce que tous les élus de la Martinique se sont réunis pour exposer leurs problèmes et penser solutions. Donc le congrès, d'où est-ce que ça vient concrètement ? Il faut savoir qu'en 1999, tous les élus de la Guadeloupe, le président du conseil régional, la présidente du conseil régional de Guadeloupe, le conseil régional Guyane et Martinique, ils avaient déjà occupé tous les postes politiques qui existaient. Et ils se sont dit à l'époque, c'est la déclaration de Basse-Terre. Tout le monde peut aller chercher une déclaration de Basse-Terre. Et ils se sont dit, avec les pouvoirs qu'on a, on ne peut pas répondre aux problématiques de la population. Donc ils ont dit à l'État, il y a un problème. Il nous faut plus de pouvoir. Exactement ce qu'on entend aujourd'hui, la même chose. Donc à cette époque-là, c'était Jacques Chirac, le président. Et il a dit, OK, j'entends. Il y avait une révision constitutionnelle de la France. Donc la France a révisé sa constitution. Et dans ce cadre-là, ils ont créé le congrès des élus pour les Outre-mer, pour nous. Donc le congrès, c'est quoi ? C'est une réunion dans laquelle se réunissent tous les élus du territoire. Tout le monde. Et ensemble, ils travaillent sur un projet. Donc en gros, le projet, c'est ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, les pouvoirs que nous voulons et les moyens que nous voulons. Donc j'invite tout le monde à aller regarder les résolutions parce que tout est là en fait. Et ensuite en 2003, donc il y a eu cette fameuse consultation populaire où effectivement les élus ont travaillé sur ce projet. Et on a demandé aux Guadeloupéens est-ce qu'ils étaient favorables à une assemblée unique. Alors je dis bien, on a demandé aux Guadeloupéens est-ce qu'ils étaient favorables à une assemblée unique et pas à l'autonomie. Mais si vous prenez le temps d'aller rechercher la phrase, elle était tellement compliquée. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. On ne pouvait pas accéder à l'information. Il y a une démarche de peur, de panique. J'attends ça. On ne savait plus où on allait. Et tout le monde a voté en masse non. Et surtout, il y avait un enjeu politique de taille aussi qui a un peu squeezé cette vraie réflexion. On a constaté quand on regarde l'histoire qu'à chaque fois, justement, les enjeux électoraux, les carrières personnelles prennent le pas sur l'intérêt du pays, en fait, l'intérêt supérieur du pays, parce que ça s'est renouvelé plusieurs fois. Donc aujourd'hui, il y a eu 19 congrès, ou quelque chose comme ça. Et le congrès, concrètement, il faut comprendre que depuis 2003, la France attend ce projet de notre part. C'est ça qui est dramatique. Et jusqu'à présent, on n'a toujours rien envoyé. Mais qu'est-ce qu'ils y font dans ces congrès ? 19 congrès, ça fait beaucoup. Alors, on a réussi à réunir... Il n'y a que deux comptes rendus de congrès qu'on n'a pas réussi à sur les avoir. 19. Voilà, sur les 19. D'accord. Et ce sont des documents que les Guadeloupéens doivent exiger. C'est-à-dire qu'il faut que les médias puissent montrer ça. Comment on peut exiger ça de la région ? Ce sont des documents qui sont censés être publics. Donc, déjà, le fait qu'on ne puisse pas le trouver, ce n'est pas normal. Puisqu'en fait,
Le congrès, c'est l'endroit où les élus parlent de nos problèmes, en fait. C'est l'endroit où les Guadeloupéens se rencontrent avec les Guadeloupéens pour penser solutions. Et on a découvert qu'à chaque fois, tout le monde était d'accord sur le fait que le pays doit évoluer, sur le fait qu'il y ait une évolution institutionnelle, statutaire. Régulièrement, tout le monde est d'accord. Il y a même des votes, ils signent, ils s'étaient engagés plusieurs fois. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Alors, ils sont d'accord sur le fait qu'il faut évoluer, Oui. mais est-ce qu'ils sont d'accord sur la manière d'évoluer? En fait, oui, sur la manière, il n'y en a pas 50 millions, en fait. Puisqu'il y a une démarche, on ne peut pas faire ce qu'on veut, en fait. Voilà. Tout est cadré. Donc, l'évolution la plus logique et la plus suivie, c'est de créer une assemblée unique. Et ensuite, cette assemblée unique travaille sur un projet. Et donc, sur l'évolution statutaire, les compétences et les moyens dont ils ont besoin. Ensuite, ils envoient ça à la France. La France ne dit pas oui ou non, hein, ce n'est pas la France qui décide. La France dit, OK, c'est ce que vous avez décidé pour votre population. On va demander maintenant à la population, référendum. Et si la population dit oui, à ce moment-là, les choses évoluent. Okay. Donc, pour vous donner une idée, maintenant qu'on a retracé très rapidement l'histoire, reprenons ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire que pendant de très nombreuses années, on a dit tout ce qui se passe en France, on veut que ça se passe ici. On veut les mêmes choses. Tout ce qui est décidé là-bas, on veut ici. On a même manifesté pour ça. Crise sanitaire, M. Macron dit quoi? Moi, je décide ça. À ce moment-là, on a dit wow. Ça là, on ne le veut pas chez nous. Donc à ce moment-là, comment l'État le comprend? L'État le comprend. Donc si je comprends bien, il y a des lois que tu veux et il y en a d'autres où tu veux avoir le pouvoir de dire non. Donc en fait, tu veux l'autonomie. Et là, tout le monde a été choqué. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans de manque de pédagogie, 20 ans qu'on ne parle pas concrètement des choses. Et on se rend compte de ça. On invite tout le monde à regarder les Zooms parce que là, je parle en 5 minutes. Mais le premier Zoom, c'est 2 heures. Alors, mesdames et messieurs, allez chercher ça sur YouTube. Faites votre ménage, faites votre vaisselle, mais il faut regarder ça. Vraiment, parce qu'on a même reçu des appels de personnes qui travaillent au Sénat. Ils nous ont dit, on n'a fait aucune erreur. Aucune erreur. On a repris 70 ans d'histoire en 2 heures. Sans prendre parti pour quiconque. Et sincèrement, lorsqu'on regarde notre histoire, on a du mal à accuser qui que ce soit de ce qui nous arrive. Il va vraiment falloir qu'on se remette en question. Vraiment. Je sais que ce n'est pas agréable d'entendre ça, mais le changement passe par là. La prise de responsabilité. Oui, alors bonsoir. Bonsoir. J'aurais une question. Alors, dans un premier temps, concernant les comptes rendus disponibles, de quelle manière le public peut-il les retrouver, en fait, tout simplement, vu que, est-ce qu'il y a des campagnes, entre guillemets, d'information mises en place, ou c'est à la population elle-même de faire ses recherches, comme tu le disais, via les Zooms disponibles sur YouTube? Alors, c'est vrai qu'on les montre sur YouTube. On n'exclut pas le fait de les rendre publics. Mais en fait, ce qu'on souhaite, on ne veut pas être là en donneur de leçons, en disant « migadez ». C'est ça. On veut que la population prenne la responsabilité de demander à leurs représentants « Rappelez-nous ce qui s'est décidé il y a 2 ans, s'il vous plaît. Rappelez-nous ce qui s'est décidé il y a 8 ans. » C'est ce qu'on veut, en fait. C'est une démarche de responsabilisation. Exactement. Voilà. Et puis aussi les médias. On ne peut pas dire « Il y a un congrès là », et on ne parle pas de ce qui a été décidé avant. Il y a un souci quand même. Parce qu'il y a un véritable problème. Et quand on regarde comment ça s'est passé, sincèrement, on a du mal aujourd'hui à... Tous ceux qui regardent ça, il y a un sentiment un peu de honte, en fait. De colère même. De colère parce qu'en fait, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on a les moyens de commencer, en tout cas d'essayer d'y répondre. On peut demander de l'aide. Tout le monde peut demander de l'aide. Mais à partir du moment où tu as déjà essayé de faire tout ce que tu pouvais faire, tu peux demander de l'aide. Mais quand on te donne tous les moyens pour que tu règles tes problèmes, on attend que tu les règles et tu fais rien, et que tu vas demander la solution, la dignité, le respect qu'on demande, Voilà. On n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Alors Gilles, on va essayer sous la question du projet que vous appelez de vos voeux, est-ce que dans votre collectif, est-ce qu'il y a des réflexions que vous avez menées, vous? Je sais que toi, personnellement, ça fait un moment que tu travailles, tu fais des recherches, notamment sur la question du bois, et on va en parler tout à l'heure. Est-ce qu'on peut imaginer, la Guadeloupe de demain, celle qui se développe, comment devrait-elle être? Aujourd'hui, la Guadeloupe ne se développe pas. C'est mon point de vue. On est d'accord. Si nous sommes dans une mode de gestion, nous gérons,
Nous ne sommes pas dans une démarche de développement. Francémé parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure. Un entrepreneur, c'est ce que c'est que de développer. Là, celui qui dit que la Guadeloupe se développe, non, il ne faut pas confondre les beaux bâtiments, les choses comme ça avec... Et d'ailleurs, on voit l'explosion de la pauvreté, de la violence. Les chiffres sont accablants. OK. Alors, ta question, tu me disais, est-ce que nous, on a fait des propositions? Voilà. Alors, ou des esquisses. C'est-à-dire que je prends un exemple. Monsieur Henri Joseph, un moment justement dans le cadre d'un des congrès, avait proposé un projet, une vision liée à ses domaines de compétences concernant la question de l'agriculture. Il s'est même fait taper sur les doigts aussi en parlant de tout ça, en disant qu'il y avait de quoi mettre en place tout ce qui concerne les plantes médicinales. L'économie alimentaire aussi. Voilà, l'économie. Il y avait une esquisse, un projet dans ce cadre-là. Ouais. Est-ce que vous, dans le cadre de vos réflexions, vous avez déjà esquissé quelque chose? Alors, je vais clairement expliquer la démarche. D'accord. Parce que pour répondre à ta question, le projet, en 2001, avec le premier congrès, c'était un projet. En 2009, il y a eu le LKP, où ils se sont réunis, ils ont fait un cahier de revendication de 200 points. C'est aussi un projet. On a demandé à d'autres de le faire pour nous, mais c'est un projet. En 2012, le Congrès a demandé à des personnalités de la société civile de se déplacer dans toutes les communes, de réunir les besoins de tout le monde, et ils ont également fait un congrès. On l'a en notre possession, c'est un pavé comme un projet. C'est un pavé comme ça. Donc les projets guadeloupéens de société, il y en a eu plein. Donc nous, on ne voulait pas venir devant les Guadeloupéens en disant « OK, c'est nous qui connaissons, c'est nous qui sommes intelligents, nous qui proposons des autres débitants. » Non, on ne veut pas faire ça. La difficulté aujourd'hui, ce n'est pas de faire des propositions. Tout le monde sait ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, c'est qu'il faut passer en mode action. Et nous, justement, on est dans un pays où on réclame à la France de régler les problèmes, on réclame à l'Union européenne de régler les problèmes, on barre les routes pour demander à la France ceci, cela, mais à aucun moment, on se retrouve avec nos représentants directs qui ont les possibilités pour dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc on s'est dit quoi? On s'est dit, on va expliquer les choses et on va demander aux Guadeloupéens d'envoyer un mail au président du conseil régional et au président du conseil départemental. Il n'est pas question de rentrer dans une opposition. Je sais que toutes ces personnalités sont très frileuses. Dès qu'on ne va pas dans leur sens, on est catalogué, faites chier, excusez-moi. Mais ce n'était pas ça, en fait. En janvier, on a demandé aux Guadeloupéens d'envoyer un mail. On veut un projet guadeloupéen de société. Il y a eu 704 mails. On a fait la même chose 2 mois après. Il y a eu 903 mails. Pourquoi ce mail? Déjà que les élus voient que les gens se réveillent, mais aussi que toi, Guadeloupéen, que tu prennes la responsabilité de dire ce que tu veux et que tu demandes à la personne qui est censée être payée pour... C'est ça, on doit aller vers la culture du résultat et on doit s'adresser aux bonnes personnes. Et on n'a toujours pas compris ça. Quand on regarde comment on part dans tous les sens pour des régionales, départementales, présidentielles, sénatoriales, alors qu'on sait pertinemment qu'aucun de ces postes ne peut régler notre problème. Même le président de la République ne peut pas régler notre problème. On le sait tous, en fait. Qu'est-ce que les courriers ont donné? On n'a pas eu de réponse. On sait que dans le deuxième envoi, il y a une des collectivités qui a dû fermer son serveur parce qu'en fait, toutes les personnes recevaient des messages d'erreur. Mais on n'exclut pas le fait de refaire une autre démarche. Est-ce qu'il y a une communication? Est-ce que la région a communiqué sur ces envois ou pas? Est-ce qu'ils ont communiqué sur les envois? Oui. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont reçu? Non. Silence radio. Non. Enfin, le président de région est passé dans un média sur les réseaux sociaux en disant qu'il n'était pas au courant. 900 mails et pas au Oui, et courant. surtout que c'était sa boîte personnelle. Mais attendez, qu'on comprenne bien. On n'est pas là pour rentrer dans le corps des élus. C'est pas l'objectif parce que bientôt, notre souhait, c'est de les rencontrer. Il faut créer ce dialogue entre les Guadeloupéens et leurs représentants. Parce que les représentants, on ne leur fait pas confiance. Et ils vont là-bas pour parler en notre nom, mais la personne qu'ils vont voir là-bas voit bien que la population... Premier bitin, il faut nous faire, c'est qu'elle nous mette nous d'accord déjà entre nous. Donc, ce qui a été créé pour ça, par la France, ça s'appelle le Congrès des élus. Il était censé y en avoir un là. Il a été annulé, personne n'en a parlé, ça ne pose pas de problème. Donc, en fait, on ne porte pas attention sur la chose la plus importante pour notre avenir. Surtout qu'on est... Moi, je dis ça depuis qu'on a débuté cette émission, on se rend bien compte qu'on est à la croisée des chemins. Oui. On a connu le pire. Ça fait 2 crises importantes, majeures. On ne va pas attendre la 3e. Donc maintenant, j'aimerais on va revenir sur cette question de ce courrier. Mais tu as parlé sur un audio de la question du bois. Le bois, voilà, le bois à Pointe-Noire.
tout le monde sait que c'est le bastion, et nous avons des bois précieux. Malheureusement, selon le document que tu as produit, on se rend compte que nous avons des perspectives énormes et que rien n'est fait. Est-ce que tu peux relater un peu? Oui. Et ensuite, Alors, je tiens à préciser parce que je suis coach professionnel. Mon métier, c'est pas d'apporter des réponses, mais d'apporter des bonnes questions. Donc, quand j'interviens en entreprise ou en individuel, mon job, c'est de recevoir les choses et de montrer à la personne des choses qu'elle m'a dites mais qu'elle n'a pas vues. Donc, quand on m'entend sur le bois, ou quand on m'entend sur la politique, quand on m'entend sur ceci, cela, très souvent, c'est dans le cadre d'échanges. Oui, c'est pas... Non, mais ouais, c'est-à-dire que j'ai pas dit, bon, je vais créer un truc. OK? Non, mais c'est important quand même. Donc, c'est des choses qui sont tirées d'échanges dans des groupes. On a compris. Et après, ça fait le tour. Alors, le bois, en fait, c'est que j'accompagne... alors, comment dire ça? Nous avons une ressource extraordinaire en Guadeloupe, c'est le mahogany de Guadeloupe, donc Swietenia macrophylla King ou bien acajou de Guadeloupe. Alors j'invite les Guadeloupéens à taper le bois le plus cher du monde sur Google. Donc ils vont voir que c'est l'acajou de Cuba. Le prix peut aller jusqu'à 50 000 € le mètre cube. Donc un mètre, c'est ça. Donc un mètre cube, c'est un carré de ça. 50 000 €. Ouais, d'accord. On voit où on est. Donc on a son cousin en Guadeloupe. Et dans les années 50, il y a des milliers, alors 1452 hectares de mahogany plantés. Et ce sont des plantations qui doivent être récoltées. Et mon intervention, c'était de donner un exemple d'une ressource que nous avons en Guadeloupe et on ne fait rien en fait. Alors je vais choquer les Guadeloupéens. Je vais les inviter à taper études de marché filière bois Guadeloupe de la DAF. La DAF, c'est la direction de l'agriculture, enfin c'est l'organe de l'État qui s'occupe de tout ça. Donc, l'État français a diligenté une étude de marché par des experts dans le domaine pour venir en Guadeloupe en 2012, 2013, 2014, dans ces eaux-là, pour faire une étude sur la création d'une scierie. Ils ont tout fait. Ils ont analysé le bois, ils ont fait des études de marché, ils ont fait des analyses financières. Ils ont même calculé en quelle année ça va être rentable. Ils ont tout fait, en fait. Ils ont tout fait. Et moi, je sortais d'un emploi salarié, je suis dans une démarche entrepreneuriale, je découvre tout ça avec un exploitant du bois à Pointe-Noire qui s'appelle Didier Luce, que je salue. Et je me rends compte, en fait, qu'on a une richesse extraordinaire, en fait, concrètement. Donc, j'ai voulu développer ça, je me suis renseigné, j'ai été aux États-Unis, j'ai envoyé des échantillons aux Américains. Les échanges ont été tellement loin qu'ils m'ont dit, Monsieur Casimir, on veut un contrat d'exclusivité pour ce bois. On veut être les seuls à acheter ce bois-là. Mais moi, j'avais déjà senti le coup parce qu'ils étaient tellement insistants. Mais nous, on ne peut pas suivre, ce n'est pas possible. Le bois appartient à l'ONF, on peut l'acheter, le revendre. Et notre production, pour que les Guadeloupéens comprennent bien, la forêt, si on ne s'en occupe pas, c'est comme des cheveux qui ne sont pas peignés. Donc quand il y a un cyclone, ça fait des ravages. Donc depuis 1950, le bois est planté. Ça fait longtemps qu'il aurait dû être récolté. Donc il pourrit sur place. Et si on ne coupe pas les arbres, on ne fait pas de bien à la forêt. Et même si on exploite 5000 mètres cubes par an, on n'attaque même pas l'accroissement naturel de la forêt. Donc, que tous les écologistes, tout ça se calme, on ne crée pas de problème. Et puis, ce n'est pas un bois qu'on peut vendre comme ça, c'est un bois précieux. Il sert à tout ce qui est fabrication de violons, d'instruments de musique, de meubles, de choses comme ça. Du luxe pour les bateaux. Exactement. Donc, dans tous les palais d'Europe, il y a ce bois-là. Il faut que vous sachiez que c'est le bois qui a été le plus exploité au monde. Et d'ailleurs, il est en voie de disparition un peu partout, donc il est protégé par des traités internationaux. Donc il est protégé partout dans le monde. Et nous, ça fait peut-être 20 ans que l'ONF n'arrête pas de dire « Nous avons une ressource, venez l'exploiter s'il vous plaît ». Alors j'ai essayé de tout faire. On a essayé de monter une scierie, trouver un terrain, faire toto au niveau des politiques, même les artistes internationaux guadeloupéens, les sportifs professionnels, parce qu'on avait besoin de quoi? 500 000 € parce que c'est des machines en fait dont on a besoin. C'est juste des machines. Et ça peut créer une véritable filière bois. Et quand on dit filière bois, c'est qu'avec une scierie fixe à un endroit, ben vous créez des emplois en amont pour tous ceux qui sont exploitants dans la forêt. Vous créez une filière en aval et avec tout ce qui est ébénisterie. Donc, l'État français a fait une étude dessus en disant c'est nécessaire pour la Guadeloupe et c'est viable. Bon, force est de constater qu'il y a toujours des blocages. Mais sauf que nous voyons petit à petit que des personnes qui viennent et qui sont équipées, qui sont financées, bon, on sait comment ça se passe. Selon ce que je comprends, il y a deux analyses à faire. C'est-à-dire qu'il y a le bois en termes de ressources, Oui, mais nous avons un savoir-faire aussi à maintenant, en Oui. termes de transformation. tout à fait. Ça veut dire qu'on a un bois de qualité,
on pourrait imaginer qu'on puisse faire des objets destinés au grand luxe et qui partiraient d'ici aussi. C'est les deux aspects qu'il faut analyser, je pense. Mais tout à fait. On peut à la fois alimenter le marché Guadeloupe et on peut à la fois créer, faire reconnaître le mahogany de Guadeloupe dans le monde entier. Parce que c'est un bois qui est précieux, c'est un bois qui est rare en plus et il y en a de moins en moins. Mais je le dis là, mais l'État le dit, tout le monde le dit, tout le monde est au courant. Hein. C'est toujours, on parlait de politique. Vous savez, à chaque fois, j'ai passé 17 ans à la banque. J'étais directeur de centre de formation, j'ai été responsable de réseau commercial et maintenant je suis chef d'entreprise. C'est pas la première fois. Là, on parle du bois. Pour moi, c'est un épisode. À chaque fois, il y a la volonté, il n'y a pas l'action. Et c'est pour ça qu'on fait cette démarche avec le CPGS, parce qu'en fait, ce n'est pas une démarche politique, c'est une démarche de conscience. Non, on l'a bien compris, François. Alors, tu disais qu'au passage de l'action, il y a un blocage. Oui. Quelle action, peut-être pas quelle action, mais quelle réflexion peut-on mener au niveau de la population pour débloquer la situation? En fait, c'est du coaching, c'est le regard sur soi, le fait de s'aimer soi déjà, de se dire qu'on a de la valeur, que les autres ne sont pas meilleurs que nous avons des talents, que nous avons des potentiels. À partir du moment où le regard sur nous va changer, c'est fondamental, c'est la base de tout. À partir du moment où on va se regarder positivement, à ce moment-là, on va se sentir capable de. Et enfin, on va pouvoir s'affirmer. Mais en fait, le regard sur nous-mêmes est très compliqué. Est-ce que c'est la seule voie? C'est-à-dire, aussi, il y a le faire. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'aurais pu essayer d'aller voir des politiques et leur dire, attendre sur eux, mais j'ai essayé de faire. J'ai attendu personne pour aller aux États-Unis pour trouver les vendeurs. Donc, j'ai voulu faire. Mais arrivé un moment, il faut savoir que le cadre te limite, te restreint. Et vous n'avez qu'à voir, on produit énormément d'eau, pourtant on n'a pas d'eau. On pourrait vendre de l'eau à toute la Caraïbe, hein. Tout le monde n'a pas une île comme la nôtre. Il y a énormément de... La Désirade, c'est la première île de la Caraïbe, c'est un trésor géologique. Il y a des roches à la Désirade qui datent de 150 millions d'années. Combien de Guadeloupéens savent ça? Okay. On a découvert récemment, des étrangers ont pris l'avion, sont arrivés en Guadeloupe, ont découvert la plus grande bactérie du monde dans notre mangrove. Donc tout le monde qui a sorti de tous côtés, qui a constaté que c'est extraordinaire, mais nous, donc il y a une démarche, et puis... Pour revenir sur cette question de lister nos qualités, Henri Joseph a emprunté cette voie-là aussi en disant que nous étions le cinquième territoire au monde où il y avait le plus de biodiversité, plus de plantes médicinales. Oui. Et il a fait un travail extraordinaire, il s'est épuisé même, et nous arrivons au même constat qu'il a dire dans le groupe. Voilà aussi. Le cadre ne permet pas ton développement. Tu ne peux pas demander à un cocotier de faire 10 mètres et de te donner des cocos s'il est dans un petit pot à fleurs. Le cadre ne permet pas le développement. Et nous avons des croyances limitantes. Et nous avons également cette posture, excusez-moi, chers compatriotes guadeloupéens, mais quand on s'aime, il faut se dire les choses. Nous sommes campés dans une posture de victime. Et ça, il n'y a aucun développement dans la posture de victime. Aucun développement. Il faut changer cet état d'esprit. Et c'est pour cela que le coaching est une des voies, parce que le coaching t'oblige à te mettre face à un miroir et à te poser à toi-même les bonnes questions. Je tiens tout de même à vous dire, excusez-moi, je vais être long, mais là, il faut que je le dise ce soir, parce que j'accompagne beaucoup de jeunes, et la Guadeloupe, les jeunes ont bloqué toute la Guadeloupe en décembre. Alors, on ne fait pas pour mon coup de bois, là, qui est sorti des Canal 10. Hein. C'est son bois précieux, c'est bon. Mais il faut se dire les choses. Alors, est-ce qu'on est d'accord qu'en Guadeloupe, la jeunesse a bloqué toute la Guadeloupe en disant il n'y a rien pour nous en Guadeloupe? On est d'accord, on peut dire ça? Entre autres, oui. Entre autres. On a reçu un jeune il y a 3 semaines. Pour le jeune qui représentait les marins-pêcheurs, les jeunes marins-pêcheurs, c'était la même chose, c'était la même démarche. Ok, très bien. Je veux juste que les Guadeloupéens regardent la planète Terre. Vous voyez, lorsqu'on regarde la Guadeloupe, si on met la Terre et on met la Guadeloupe au milieu, on ne voit plus l'Europe, on ne voit plus l'Asie. Si on met la Guadeloupe au milieu du globe, on voit simplement Amérique du Nord, Amérique du Sud, on voit la Guadeloupe au milieu. Okay? Dans toute cette partie du monde, il n'y a aucun autre endroit où il y a autant d'aide qu'en Guadeloupe. Guadeloupe, Martinique, Guyane, il n'y a aucun endroit dans cette partie du monde où il y a autant de dispositifs pour t'aider.
que ce soit dans le soutien à l'autonomie, la formation, le logement, le transport, la santé, la garde d'enfants, l'emploi. La mission locale, devant moi là, j'ai 7 aides et ce n'est pas exhaustif. Pôle emploi, j'en ai 6. Je peux vous lire ça pendant toute la soirée. Et la région Guadeloupe, 3, 6, 8. La CAF, il y en a 4 sur 14. Le département de Guadeloupe, pareil. Là, j'ai 4 aides et la liste n'est pas terminée. Si on prend que la jeunesse, si on regarde la quantité de dispositifs mis en place pour aider la jeunesse, c'est considérable. Alors, comment se fait-il qu'on ait du mal à s'exprimer, qu'on ait du mal à se développer avec autant d'aide? Le problème ne peut pas être l'autre. Ce n'est pas possible. Nous devons grandir, en fait. Et à chaque fois qu'on le dit, comme M. Kazila, il faut arrêter. On n'a plus le luxe aujourd'hui de rendre qui que ce soit responsable de ce qui nous arrive. Alors, effectivement, il y a certainement une profitation, il y a un système qui est mis en place pour d'autres. Oui, bien entendu. Mais tu as la responsabilité de le changer. De te battre contre Tout à ça. fait. Oui. C'est-à-dire que tu as la responsabilité de comment tu vas réagir à ça. Et tu ne peux pas demander à l'autre qui profite d'arrêter de profiter, de mettre en place la Guadeloupe que tu veux, comme tu veux, et vite. C'est pas possible. Excusez-moi d'être Non, aussi... non, mais c'est un discours qu'on n'entend pas et c'est pénible. Mais J'aurais vraiment aimé, après t'avoir entendu, qu'on sorte de cette émission avec un semblant de piste. Un semblant de piste? Un semblant de piste. Quand je dis piste, c'est pas des solutions toutes faites. Parce qu'on vient de le voir. Ouais. Chacun a sa part de responsabilité dedans. Oui. On est d'accord. Moi, la première. Mais je veux que les téléspectateurs qui nous regardent ce soir se disent aujourd'hui, OK, j'ai entendu M. Gilles Casimir, comment moi je me mets en œuvre? Alors, il suffit de... Alors, ça paraît simple, c'est facile à dire. On crée notre réalité. Faites attention à votre perception de la réalité. Si vous voyez les choses négativement, votre cerveau il est conditionné pour vous montrer ce en quoi vous croyez. Donc, si vous croyez que tout est foutu, qu'en Guadeloupe, il n'y a pas de possibilité, tous ces filons, ces blancs qui viennent voler, si vous croyez ça, vous ne verrez que ça. Alors que si vous croyez en vous, si vous croyez en votre peuple, vous croyez qu'on a un potentiel infini, si vous croyez dans les jeunes qui viennent, si vous croyez en votre capacité, à ce moment-là, vous allez commencer à percevoir des possibilités. Vous parliez de crise. Nous ne vivons pas des crises. Nous vivons des opportunités. Chaque crise, même l'eau est une opportunité pour nous de comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a toujours géré l'eau nous-mêmes. L'État n'a jamais géré l'eau pour nous. On a appelé des sociétés venues du monde entier. Ils sont venus, ils ont travaillé pour nous, mais on faisait comme si c'est nous qui travaillions pour eux. On leur a demandé aucun compte. On n'a rien vérifié. Ils ont laissé des canalisations qui savaient déjà que ça allait pourrir. Ils ont empoché l'argent, ils sont partis, avec certainement des corrompus qui les ont aidés. On a compris qu'on s'est fait avoir chez nous. Donc ça devrait nous servir de leçon. Et il est hors de question, chers Guadeloupéens, que d'autres personnes que nous règlent ce problème de l'eau. Parce que si nous, en Guadeloupe, nous arrivons à changer notre système, nous arrivons à avoir les ressources nécessaires, parce qu'on produit de l'argent, si on arrive à avoir les ressources pour régler notre problème d'eau nous-mêmes, là, ça va permettre de répondre à ta question, on va se rendre compte qu'on est capable. Et l'eau, c'est la vie. Donc, on n'a pas de problème. On a des opportunités. Et on va arriver vers la fin aussi. Il nous Je comprends ton langage, c'est le mien. Mais je peux aider quelqu'un qui est consentant à être aidé. Oui. Je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Ben, en fait, quand tu ne crois en rien et que tu es dans ta zone de confort, c'est vrai que c'est compliqué. C'est un travail de longue haleine. Pourquoi je pose cette précision? Parce que la population de la Guadeloupe est répartie d'une certaine façon. Ce n'est pas comme dans tous les autres territoires. Oui. On est d'accord? Oui, d'accord. On a quand même un fort taux de personnes âgées. Oui. D'accord? On a une grosse jeunesse, inactive beaucoup, Oui. pour la plupart. Et on a des actifs qui, eux, ne cotisent pas, qui ne mettent pas dans le pot commun, qui ne payent pas d'impôts. Parce qu'ils font juste ce qu'il faut. Oui. Parce que pour eux, la croyance, c'est que l'impôt, c'est une perte d'argent. Hein. On est d'accord? Donc, comment aider? Parce qu'ils nous écoutent, c'est vrai, Oui. mais encore faut-il déclencher quelque chose. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire ce soir, c'est ce que beaucoup de personnes essaient de faire. Pourquoi ils n'ont plus espoir? Parce qu'ils n'entendent pas un langage de vérité. C'est ça.
parce qu'on les brosse dans le poil. On va les voir uniquement pour pouvoir voter pour moi. Et après, on laisse les choses aller. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a une conscience populaire qui va émerger, et c'est pour ça qu'on fait ce travail-là, parce que quand les Guadeloupéens vont voir ce qui s'est passé depuis 20 ans, je peux vous assurer que si demain il y a des routes barrées, ce ne sera pas pour Macron. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais il y a eu des crises de tout bitin, sauf des crises politiques. Donc aujourd'hui, notre démarche, c'est de dire il est hors de question d'attendre 2028, les prochaines élections régionales et départementales. Alors, il faut que les Guadeloupéens le comprennent. Je pense qu'aujourd'hui, on a senti aussi ta passion. Hein. On a senti ta passion. J'aimerais que tu donnes un message pour ces entrepreneurs. Nous sommes une émission à vocation économique. Oui. Qu'est-ce que tu peux leur dire justement en termes de ressources pour l'avenir? OK. En fait, l'entrepreneur, très régulièrement, tu es confronté à des difficultés. OK, je le vis, tu le vis. OK. Je vais vous donner une image pour terminer. Un Boeing, c'est 300 à 400 tonnes. C'est immense. Aucun aéroport n'est construit pour que le Boeing puisse décoller dos au vent. On pourrait se dire, si le vent, c'est un obstacle, ou bien c'est le hasard, on aurait aimé que le vent nous pousse pour faire décoller l'avion. Ça n'existe pas. Tous les avions décollent face au vent. C'est-à-dire qu'il prend de la vitesse, il lève le nez et il s'appuie sur le vent de face pour monter. C'est-à-dire que les difficultés que vous avez lorsque vous êtes entrepreneur, ce que vous vivez aujourd'hui de raid, vous devez vous appuyer dessus pour vous élever. Parce qu'arrivé un moment, vous allez dépasser les nuages, vous allez atteindre votre vitesse de croisière et après ça va faire... Mais vous ne pouvez pas espérer grandir sans ces difficultés. Et c'est ce que la Guadeloupe vit. Et à l'atterrissage, c'est pareil. Quand l'avion il arrive, il est vent de face. Le vent de face, il s'appuie dessus pour se poser doucement. Donc si j'ai un message pour les entrepreneurs, chérissez les obstacles. Chérissez les difficultés. Et Guadeloupéens, c'est même bitin. Tout problème qu'elle nous nie, il faut nous prendre à bras le corps et que nous contents de relever le défi de le régler. OK. Bon, il coupe ici, moi. Hein? Ah, non. Je suis venu te saluer. OK. Pour te donner la force. Merci. Cette émission-là est là aussi pour ça. OK. Donc, tu as un relais fiable. Je veux simplement ajouter quelque chose. Très On parlait aux entrepreneurs. Tournez-vous vers les bonnes personnes. Oui. Parce qu'il en existe en Guadeloupe. Gilles, c'est un témoin. Voilà. Merci. Moi, je le fais, ça fait 19 ans. Il y en a d'autres sur le territoire. Merci. Merci à vous qui avez écouté cette émission. C'était très, très rapide. Désolé un peu pour l'entame d'émission. Merci Ariane pour l'accompagnement. Merci à la direction. Merci à vous qui regardez. Salut. On se retrouve samedi 24, 23 et le 30 avec M. Alain Le Sieur sur le tourisme et aussi M. Bandou concernant c'est l'autosuffisance alimentaire. Nous serons chez lui. OK. Salut.